Et puis, voilà, Guillaume Bernard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est au départ historien du droit. Il est beaucoup plus que cela en vérité, et en particulier maître de conférences dans cet établissement, habilité à diriger des recherches et auteur d'un ouvrage récent sur le mouvement d'Extrogir. Voilà. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je dois évoquer deux petites choses avant de commencer. La première, c'est de remercier Alain Le Gallot d'avoir conçu, je dirais, ce colloque qui donc a été ensuite construit dans le cadre du CRICES. De le remercier de m'avoir confié une communication, étant entendu que le sujet, au fur et à mesure que j'ai essayé de le travailler, s'est révélé de plus en plus large, de plus en plus compliqué. Et il est vraisemblable que je n'aborderai que certains aspects des choses. J'espère avoir le temps, avant la publication, de continuer à travailler. La seconde chose que je dois dire, c'est vous présenter mes plus plates excuses pour mon absence hier. Alors, je n'ai pas été complètement, je dirais, absent parce que je vous ai suivi pour un certain nombre de communications par les réseaux sociaux, mais j'étais absent physiquement et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Donc, les droits de l'homme et le sacre de la personne, est-ce ou non le sacre de la personne ? Les droits de l'homme consistent en des droits universels, inhérents à l'homme du fait de son appartenance à l'espèce humaine. Ils sont supposés être des prérogatives existant quel que soit le droit positif en vigueur. Ils reposent et traduisent une certaine conception de la dignité. C'est parce qu'il appartient à l'espèce humaine que l'homme est intrinsèquement digne. Cette notion s'oppose naturellement à la conception classique de la dignité, et je parle en marchant sur des œufs, évidemment, lorsque j'évoque cette notion-là devant des spécialistes de philosophie et de droit romain, mais évidemment, je crois ne pas trop m'aventurer en disant que cette notion de dignité, n'est-ce pas, s'oppose à la conception classique de la dignité, conçue comme les mérites de la personne, de la persona, dans une pluralité de relations d'altérité. Cependant, la dignité moderne est elle-même sujette à caution, elle semble être polysémique. D'une part, malgré des déclarations qui se veulent universelles, il existe plusieurs conceptions des droits de l'homme pouvant entrer en contradiction. Malgré l'unicité de la nature humaine, de laquelle ils sont censés être dégagés, il existe plusieurs générations des droits de l'homme. Ce sera le premier point que j'évoquerai rapidement, car sinon je n'arriverai sans aucun doute pas à tenir le temps. Rassurez-vous, c'est écrit très gros tout de même. D'autre part, il semble que l'évolution législative et jurisprudentielle soit en passe de corroborer la naissance doctrinale d'une nouvelle génération des droits de l'homme, fondée sur une dignité non plus tirée de la nature de tout être humain, mais de la capacité de chacun d'eux à l'usage supposé rationnel de sa liberté. Ce sera la deuxième partie, je m'attarderai naturellement beaucoup plus longuement là-dessus. Cela n'est pas sans conséquence quant à l'existence de la personne, et ce sera le troisième et dernier point. Pour ce qui est de la première partie, les anciennes générations des droits de l'homme, il est certain que depuis le XVIIIe siècle, plusieurs conceptions des droits de l'homme, partant de points de vue divergents, sont apparues. Ce sont donc les deux grandes conceptions des droits de l'homme que j'évoquerai ici. À cela s'est ajoutée une succession de générations de droits de l'homme. Si certains considèrent qu'elles se sont complétées, d'autres pensent qu'elles sont susceptibles d'entrer en contradiction, et j'évoquerai cela rapidement. Cependant, cet empilement, et je tiens tout de suite à le préciser, par opposition, je dirais, à ce que je vais évoquer ou essayer de dégager dans la deuxième partie, cependant, cet empilement, je dirais, de diverses générations des droits de l'homme n'a jamais conduit à remettre en cause leur fondement anthropologique commun. Alors très rapidement, parce que ce sont des notions qui sont tout de même assez connues, rappelons qu'il existe, je dirais de manière un peu schématique, deux grandes approches des droits de l'homme. D'une part, une approche que je qualifierais d'anglo-américaine, qui est une approche où, dans le fond, ce sont
des coutumes, ce sont des franchises qui sont nées de la vie sociale et que eh bien, le pouvoir public s'est vu parfois contraint, parfois délibérément, s'est vu contraint ou s'est vu, je dirais, ou a vu l'occasion de reconnaître délibérément. Bien. Cette conception, je dirais, quelque peu, je dirais, contextualisée des droits de l'homme, pragmatique des droits de l'homme, eh bien, s'oppose, vous voyez que je vais quand même très rapidement, à la conception franco-continentale, qui est une conception tout de même plus abstraite, c'est plus un homme décontextualisé qui est supposé disposer d'un certain nombre de droits. Alors, il va sans dire que, malgré tout, il peut y avoir, je dirais, une présence, je dirais, du contexte pour déterminer ces droits de l'homme, puisque dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, on a non seulement évidemment les droits civils qui sont supposés appartenir à chacun des hommes en tant qu'il est un homme, mais en même temps il y a des droits politiques, et ces droits politiques évidemment ils n'appartiennent qu'à ceux qui sont membres du contrat social spécifique dans lequel ces droits politiques sont susceptibles d'être exercés. Pour autant, il y a quand même, je dirais, une vraie, psychologie, hein, une distinction psychologique importante entre ceux qui voient des droits, dans le fond, être susceptibles d'être, oui, des droits reconnus parce qu'ils sont, je dirais, dans un cas particulier, dans un contexte particulier, même si c'est naturellement l'homme en tant qu'être humain qui est titulaire de ces droits, mais ça n'empêche que ces droits-là émergent dans un contexte particulier, et ceux qui résonnent d'une manière plus abstraite et presque, je dirais, déracinée. Bien. Le deuxième point pour présenter, je dirais, les différentes modalités des droits de l'homme sur lesquelles il faut s'attarder quelque peu, ce sont les différentes générations des droits de l'homme. On s'accorde généralement à dire que au XVIIIe siècle, on est en face de ce qu'on appelle les droits libertés, c'est-à-dire les droits que l'individu est susceptible d'opposer à l'État. Qu'il s'agisse de droits privés, être propriétaire, ou qu'il s'agisse de droits publics, s'exprimer publiquement, voilà, il s'agit de libertés opposables à l'État. Et puis, au XIXe siècle, évidemment, ces droits ont été discutés, en particulier par la critique socialiste, qui a consisté à dire que... alors, je passe naturellement sur la critique classique et contre-révolutionnaire qui, évidemment, s'oppose à l'idée même qu'il puisse y avoir des droits attributs de l'homme. Pour un classique, le droit est attribué, n'est-ce pas, bon, à la personne. Je vous renvoie évidemment là à quelqu'un de plus érudit que moi, qui est notamment qui est Michel Villet. Bien. Mais il est certain qu'il y a, au-delà même, je dirais, de la critique classique, une critique interne, je dirais, au monde moderne, qui consiste à dire que, eh bien, ces droits réels, libertés, ne sont que des droits formels, ne sont pas des droits réels. Comment peut-on exercer sa liberté d'expression si, eh bien, l'on n'a pas d'abord reçu une instruction? Comment peut-on exercer, eh bien, un droit de propriété si les revenus qui vous sont accordés dans le cadre des relations du travail sont parfaitement insuffisants pour, eh bien, vous permettre d'accumuler, eh bien, un patrimoine. Bien. Donc ce sont des droits formels et non pas des droits réels. Cela conduit à l'érection, dans le contexte géopolitique de la puissance évidemment de l'Union soviétique, ou du Parti communiste en France, à donc l'émergence de la deuxième génération des droits de l'homme, les droits créances. Cette fois-ci, les individus disposent d'une possibilité d'exiger de l'État, d'exiger de la puissance publique qu'il fournisse des prestations. C'est le préambule de la Constitution de 1946 en France, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et puis enfin, une troisième génération des droits de l'homme est apparue avec notamment les débats sur l'écologie. Et vous le savez bien, cette troisième génération des droits de l'homme, ce sont les droits solidarité.
les droits de solidarité, les générations futures, ce seront aussi des êtres humains, on va d'ailleurs en discuter ou pas, enfin on va en discuter, pardon, et donc par conséquent, puisque ce sont des êtres humains, nous sommes redevables envers eux, nous devons leur préserver une planète qui ne soit pas trop polluée, nous devons leur assurer un développement durable, etc. Dans ces conditions, évidemment, certains s'interrogent sur l'extensibilité à l'infini du concept des droits de l'homme, et d'aucuns considèrent que la surenchère permanente de l'idéologie parfois qualifiée de droit de l'homiste révèle le caractère éminemment ambigu de sa notion fondatrice. Car si les droits de l'homme sont intimement liés au sujet de droit qu'est l'homme, les auteurs ne se sont jamais véritablement accordés sur la caractéristique essentielle de la nature humaine, de laquelle ils sont tirés. Son origine, par une création divine, par le hasard, sa capacité, sa raison, sa volonté. C'est ainsi qu'une nouvelle génération des droits de l'homme me semble apparaître, dont le fondement anthropologique est cette fois-ci très éloigné des précédentes générations. C'est donc ma deuxième partie, la rupture anthropologique et des nouveaux droits de l'homme. Le droit positif récent traduit une philosophie juridique où la faculté de l'individu est érigée en droit, ce qui a notamment pour conséquence d'atomiser les corps sociaux, comme la famille par exemple, réduits à la somme des parties qui le composent. Ce sera le premier point. Une telle conception s'enracine dans une doctrine où les droits de l'homme changent de visage. Ce n'est plus l'être humain tel qu'il est qui fonde ses droits, mais c'est que chacun décide de faire au nom de son être singulier. La nouvelle génération des droits de l'homme s'appuie sur une conception artificialiste de l'être humain, niant la nature qui lui est donnée pour ne reconnaître que celle qu'il construit par sa seule volonté. Idéologie et droit positif convergent pour lui donner naissance. Ce sera le deuxième point. Premier point, donc, la relativisation de la notion de dignité et l'érection de la volonté individuelle comme critère de légitimité de l'acte. Je vais évoquer ici un certain nombre d'arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. La jurisprudence de la CEDH dans les domaines liés aux mœurs et à la bioéthique est particulièrement significative de l'érection de la volonté individuelle comme critère de légitimité des actes, d'où découle une modification profonde des relations d'altérité et une relativisation certaine de la notion d'ordre public. Ainsi, la Cour européenne a-t-elle donné une définition de la vie familiale fondée sur la volonté des individus et non plus sur une relation objective ayant une finalité, par exemple procréatrice, mais pas seulement, et éducatrice. Elle considère le mariage comme un droit en soi in abstracto. L'arrêt Godwin contre Royaume-Uni, 11 juillet 2002, affirme que le droit de se marier existe de façon autonome, indépendamment de la notion de famille. De même, elle considère que les relations homosexuelles sont un mode légitime de vie familiale. C'est l'arrêt Schalk et Kopf contre Autriche, 24 juin 2010. Les relations qu'entretient un couple homosexuel cohabitant de manière stable relèvent de la notion de vie familiale au même titre qu'un couple hétérosexuel. Dans cette définition, ni le mariage ni la présence d'enfants ne sont nécessaires pour qu'il y ait une vie familiale. Avec l'arrêt Valianatos contre Grèce, 7 novembre 2013, la CEDH en est arrivée à considérer que la cohabitation n'est même plus nécessaire pour qu'il y ait une vie familiale. En matière de filiation, la juridiction de Strasbourg, c'est l'arrêt Menson contre France du 26 juin 2014, ne condamne pas la prohibition par un État de la GPA, mais intègre cette pratique dans les droits de l'homme. Dès lors qu'une filiation est établie dans un pays, l'enfant doit bénéficier partout ailleurs d'une sécurité juridique. Le refus de reconnaissance, transcription à l'état civil de la filiation, l'un des deux parents commanditaires ayant un lien biologique avec l'enfant, portant atteinte au droit au respect de la vie privée. Il est donc permis aux adultes de traiter l'enfant comme une chose, un objet de contrat, mais le CEDH est allé encore plus loin, au nom du respect de toute forme de vie familiale, celle-ci résultant de la seule volonté des adultes. C'est l'arrêt Paradisio et Campanelli contre Italie, 27 janvier 2015. La vie familiale mérite protection indépendamment de sa cause, y compris d'une part s'il n'y a aucun lien biologique entre les parents commanditaires et l'enfant, et d'autre part s'il y a eu vente de gamètes et contrat de gestation pour le compte d'autrui.
Cette jurisprudence conduit à ce qu'un État qui interdirait la GPA dans son droit interne serait de toute façon, de toute manière, contraint de reconnaître la vie familiale issue d'une telle pratique réalisée à l'étranger. À l'autre bout de la vie terrestre, la CEDH a glissé de la faculté de se suicider vers un droit subjectif. Dans un premier temps, elle a admis un droit au respect de l'autonomie personnelle, mais conditionné par les exigences de sécurité et de santé publique. C'est l'arrêt Preti contre Royaume-Uni, 29 avril 2002. Puis, avec l'arrêt Haas contre Suisse, 20 janvier 2011, elle a fait passer le suicide assisté de la qualité de liberté individuelle à celle de droit conventionnel. La juridiction a créé le principe nouveau selon lequel le droit d'un individu de décider de sa mort était l'un des aspects du droit au respect de la vie privée. Dès lors qu'il était reconnu au suicide assisté la qualité de droit subjectif, il devenait logique, qu'elle considéra que l'État devait être garant de la jouissance effective de ce droit. Droit liberté dans un premier temps, droit créance ensuite. L'État doit justifier de son refus de faciliter le suicide, c'est l'arrêt Koch contre Allemagne, 19 juillet 2012. Les conditions d'exercice du droit au suicide assisté doivent même être suffisamment précises pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui a le droit d'y avoir accès, c'est l'arrêt Gross contre Suisse, 14 mai 2013. Toute cette jurisprudence illustre et accompagne la relativisation de la notion de dignité. La dignité juridique moderne est extrêmement éloignée évidemment de la dignitas romaine. Elle est le résultat, me semble-t-il, mais je ne vais pas me lancer dans une polémique, de la transposition dans le droit de la notion morale chrétienne de dignité ontologique, qui est issue évidemment du fait de ce que l'homme a été fait pour les chrétiens à l'image de l'hypostase divine. Bien, mais je passe sur cet aspect. Le droit au respect de la dignité, du point de vue juridique en tout cas, a été juridiquement consacré après la Seconde Guerre mondiale, d'abord dans le cadre du droit international, la Charte des Nations Unies en 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, le Pacte international de 1966, etc. Puis en droit français, d'abord dans une loi relative à la communication en 1986, puis enfin et surtout évidemment dans le Code pénal de 1994, et dans l'article 16 du Code civil, issu des lois de bioéthique de 1994. Et le Conseil constitutionnel, en cette même année, a érigé, n'est-ce pas, la dignité, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine au niveau de principe constitutionnel. Alors que la dignitas classique dépendait des actes, des mérites de la personne, cette dignité qui est au fondement du système juridique moderne découle de la nature humaine. Cette dernière semble donc offrir un fondement universel et intangible au respect de cette dignité. Or, la dignité moderne est donc inhérente à l'humanité. Ainsi, afin de répondre au fameux arrêt Perruche de la Cour de cassation du 17 novembre 2002, l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 a posé comme principe que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. L'être humain est intrinsèquement digne, quelle que soit la qualité de sa vie. Bon. En outre, la dignité de la personne humaine est reconnue comme une composante de l'ordre public et vous connaissez sans doute, ou vous avez souvenir, des deux arrêts du Conseil d'État du 27 octobre 1995. Cette dignité doit être protégée même si la victime est consentante. La haute juridiction confirme la légalité des arrêtés municipaux interdisant les spectacles de danser de nains. La personne humaine ne peut se soustraire à son humanité en consentant à des actes indignes. La dignité de l'être humain est donc censée être un droit indérogeable et elle condamne théoriquement toute pratique qui vise à faire de l'homme un objet. Mais encore faut-il être reconnu comme une personne juridique. Le principe du respect de la dignité connaît une limite, curieuse limite à mon sens, en raison de la désignation sélective des bénéficiaires du droit au respect de la dignité. Évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est la question évidemment de l'embryon humain qui est protégé dans son intégrité physique, sauf dans le cas où la loi autorise que des expérimentations soient par exemple réalisées sur lui, et ce qui conduit naturellement, ou le plus généralement, à cette destruction, ou lorsque la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, expression d'ailleurs parfaitement impropre, puisqu'une interruption suppose la possibilité de reprendre le processus, alors que l'avortement provoque un arrêt définitif. Cela dit, jusqu'à récemment,
Tout en élargissant régulièrement les possibilités de recourir à un avortement, sa dépénalisation en 1975 avait été conçue, tant dans la loi que dans la jurisprudence, comme une exception au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne pouvait être porté atteinte qu'en cas de nécessité. Et d'ailleurs, les débats parlementaires, me semble-t-il, le montrent très clairement. Mais, comme le droit positif ne reconnaît pas explicitement la personnalité juridique de l'enfant à naître, cela conduit certaines juridictions, pas toutes d'ailleurs, à estimer que l'incrimination d'homicide ne pouvait pas être reconnue quand un tiers avait provoqué sa mort, même si la mère n'entendait pas avorter et que les délais pour y recourir étaient dépassés. Très récemment, la loi du 4 août, cherchez le symbole, de 2014, a supprimé la condition de détresse prévue depuis les origines pour pouvoir recourir à un avortement. Désormais, une femme peut avorter uniquement si elle ne veut pas poursuivre sa grossesse et non plus parce que son état la place dans une situation de détresse psychologique ou matérielle. Cette évolution a donc transformé une dérogation, sans fait justificatif, l'acte est une infraction pénale, en un droit subjectif. La résolution votée par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2014 est allée encore plus loin. Elle entend, je cite, réaffirmer, comme si ça allait de soi, le droit fondamental, vous noterez le droit fondamental et pas le droit de l'homme, mais je reviendrai là-dessus, à l'avortement, comme s'il existait en tant que tel et qu'il suffisait évidemment de le déclarer. En fait, sous couvert d'une évidence que certains considéreront comme fausse et d'un télescopage de notions, ce texte prétend ériger une faculté offerte par le droit positif en une puissance tirée de la nature de l'être humain. Je cite, « L'Assemblée nationale réaffirme l'importance du droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes en France, en Europe et dans le monde. » L'Assemblée nationale qui a une juridiction, l'Assemblée nationale française qui a une juridiction dans le monde, c'est intéressant. La puissance politique, n'est-ce pas, devrait non seulement permettre un droit à liberté, je cite le droit universel des femmes à disposer librement de leur corps, mais aussi assurer un droit créance. Je cite encore, l'Assemblée nationale affirme la nécessité de garantir l'accès des femmes à l'avortement sûr et légal. Or, interpréter l'avortement comme un droit de la femme conduit à une négation de l'humanité de l'enfant qu'elle porte. En effet, la mise à mort d'un être humain, génétiquement, l'enfant à naître est humain, la mise à mort d'un être humain est un homicide. Seules des causes exonératoires de responsabilité, légitime défense par exemple, peuvent conduire à ne pas le sanctionner. Par conséquent, puisqu'il n'y a plus besoin de justifier le recours à l'avortement, suppression, n'est-ce pas, de la condition de détresse. Puisque celui-ci n'est plus une exception à l'infraction pénale d'homicide, puisqu'il est possible d'arrêter sa vie sans qu'aucune véritable condition restrictive ne soit exigée, puisqu'il est même envisagé que la femme enceinte disposerait d'un droit intrinsèque à l'éliminer et que la société serait contrainte de lui en assurer la jouissance, c'est que l'enfant à naître est rejeté hors de l'humanité. L'homme n'est plus seulement un loup pour l'homme, il se donne bonne conscience en niant l'humanité de celui qu'il veut exterminer alors qu'il est sans culpabilité. Pour un penseur classique, évidemment, c'est moins la qualité d'homme de l'enfant à naître que, outre son rôle de continuateur, sa parfaite innocence qui devrait le protéger. Quel acte a-t-il commis qui mériterait en rétribution son élimination ? Il n'en demeure pas moins que le système juridique moderne est supposé reposer sur la reconnaissance des mêmes droits naturels à tous les êtres disposant ontologiquement d'une nature humaine. Bon. Ne pas avoir maintenu la condition de détresse pour recourir à un avortement et prétendre en faire un droit fondamental conduit à une explicite et délibérée chosification de l'enfant à naître. Quelle philosophie donc peut bien inspirer un système juridique qui s'arroge la compétence de dire qui est humain et qui ne l'est pas? Après les droits liberté, les droits créance, les droits solidarité, je crois qu'il y a une nouvelle génération des droits de l'homme qui est en train d'émerger. Elle s'appuie sur une conception artificialiste de l'être humain, niant la nature qui lui est donnée pour ne reconnaître que celle qu'il construit par sa seule volonté. C'est le deuxième point de ma deuxième partie. La réécriture de la nature de l'être humain et l'émergence d'une quatrième génération des droits de l'homme. Certaines positions philosophiques, pour ne pas dire idéologiques, servent à la fois de caution a priori et d'explication a posteriori aux évolutions juridiques de ces dernières années. Parmi elles, évidemment, il y a l'idée du genre qui est particulièrement mise à contribution. Alors que le sexe est biologique, le genre est culturel. Il est d'une certaine manière le sexe social de l'individu.
Cette notion permet de mieux comprendre, évidemment, les formules d'une Simone de Beauvoir, par exemple. Identifiée à ses fonctions sexuelles et reproductives, la femme aurait été dépossédée d'elle-même. La conception stéréotypée des sexes l'aurait enfermée dans des rôles traditionnels de mère et de ménagère. Une réelle égalité entre hommes et femmes nécessiterait donc la non-différence sexuelle, l'idéologie du genre, donc exacerbation politique des recherches universitaires sur le genre, que je distingue bien, entend donc supprimer les rôles sociaux fondés sur le sexe, époux, épouse, père, mère, pour permettre à l'individu d'échapper à tout déterminisme. Le projet social qu'elle porte consiste dans la transformation des rapports sociaux en permettant à quiconque de s'approprier les attributs et les fonctions du sexe opposé. Le sexe anatomique ne devrait induire aucune sexualité, toutes les pratiques sont supposées être l'expression d'un choix, un choix d'ailleurs susceptible d'évoluer, et sont également légitimes. Alors que le couple générationnel est nécessairement constitué d'un homme et d'une femme, la théorie du genre a donc construit un concept alternatif à celui de parenté sexuée, la parentalité sociale. La plurisexualité a naturellement, comme corollaire, les parentalités multiples. Les études d'histoire et de sociologie du genre ont eu le grand mérite de rappeler que l'identité d'une personne se construit dans l'altérité. Ainsi, les authentiques parents sont-ils ceux qui éduquent l'enfant et non ses simples géniteurs? Mais l'idéologie du genre entend nier dans la personne humaine la combinaison de l'essence et de l'existence, celle-ci actualisant celle-là, ne prenant en considération que la seconde. En affirmant que la sexualité de la personne n'est pas donnée par son autonomie, mais culturellement construite, le gender semble désexualiser l'individu alors qu'il l'enferme dans ses pratiques sexuelles. Il n'existe vraiment qu'en posant un choix. Et c'est là où je veux en venir. Vous allez dire, je suis très loin du sujet. En fait, j'y suis. La personne ne se limite pas à son corps, celui-ci ne se résume pas au sexe. Le corps fait partie de l'être, mais ce dernier n'est pas tout corporel. Comme l'illustre la chasteté, notamment avant le mariage, pas seulement, pourquoi pas dans le mariage aussi, ou le célibat ecclésiastique, l'être humain n'est pas entièrement soumis à son sexe biologique. L'identité dépend aussi des différents rôles sociaux de la personne. Celle-ci n'est pas qu'un être biologique, elle est aussi un construit social. L'idéologie du genre est donc un constructivisme quand elle nie la nature humaine sexuée, mais sa critique serait tout aussi réductrice si elle enfermait l'identité de la personne dans son corps. Et il me semble que là, il y a un enjeu important, parce que sans l'avoir voulu, les théoriciens du genre ont indirectement remis à l'honneur l'idée de persona, notion centrale de la philosophie du droit, alternative à celle qui fonde leur position. Répondre au genre ne suppose-t-il donc pas de défendre à nouveau le principe d'un droit attribué aux personnes, individuelles et collectives, en fonction de leur mérite? De manière plus générale, la nouvelle conception des droits de l'homme s'inscrit dans cette idée, la valorisation de la puissance de la volonté. Si l'autonomie physique et intellectuelle n'est pas jugée suffisante, l'être n'est pas considéré comme authentiquement humain, et les droits attributs de son humanité lui sont refusés. Si en revanche il jouit de sa volonté et de sa rationalité, l'individu peut revendiquer que ses facultés soient appréhendées comme des droits. Ce n'est plus l'ontologie qui fait l'homme, mais l'exercice de la liberté, y compris peut-être d'ailleurs, surtout si elle est transgressive. C'est ainsi que l'enfant à naître peut être éliminé, même s'il est génétiquement humain, puisqu'il n'est pas considéré comme autonome. Il ne respire pas seul. Eh oui, il ne respire pas seul. Mieux ou pire, n'étant pour rien dans son existence, donc n'exerçant pas de volonté, son absence de volonté se retourne contre lui, malgré sa parfaite innocence. Le système juridique qui s'arroge la compétence de dire qui est humain et qui ne l'est pas s'enracine dans l'idée que seul l'homme qui a la force de se déconstruire et de se reconstruire est véritablement digne d'être considéré comme une personne. Dans le fond, l'homme qui se soumet à sa nature est de facto ravalé au niveau de l'animal ou de la chose. N'est vraiment humain que celui qui se rebelle contre son humanité naturelle. Perfectible, l'homme doit chercher à s'arracher de sa propre nature. Telle est la position d'ailleurs de l'idéologie transhumaniste, qui n'ose généralement pas encore se revendiquer post-humanisme, enfin pour certains on y est déjà, où la volonté de l'individu doit dominer, dépasser et même remplacer la nature humaine. Celle-ci ne serait vraiment humaine qu'à la condition d'être augmentée. Où placer alors la frontière entre la guérison du corps, y compris d'ailleurs en utilisant des prothèses, et de l'autre côté la transformation de l'homme? Je crois que deux critères cumulatifs semblent émerger.
D'une part, l'intervention vise-t-elle à maintenir ou à transformer la nature humaine telle qu'elle est donnée par l'ordre des choses? Et d'autre part, l'intervention contribue-t-elle à maintenir ou à niveler la singularité de chaque personne? Je ne vous renvoie pas, j'aime beaucoup la science-fiction, pour certains le savent, et je vous renvoie évidemment dans l'œuvre de Gene Roddenberry et dans Star Trek, évidemment, à ce peuple extrêmement intéressant que sont les Borg. Bon, on en parlera dans le débat si vous le voulez. En tout cas, sous prétexte de santé, l'eugénisme participe à cette double évolution, en affirmant l'existence d'un droit à mettre au monde un enfant qui ne soit pas affecté par la maladie. C'est l'arrêt Costa contre Italie, 28 août 2012. La CEDH a intégré les techniques du dépistage génétique, autrement dit de l'eugénisme, dans la définition de la nature humaine. Ainsi, une limitation à la volonté individuelle n'est-elle plus acceptée si elle est uniquement fondée sur une certaine conception de l'homme, celle-ci étant supposée en constante évolution et redéfinition. Dans cette logique, la Cour de Strasbourg s'est faite le défenseur de la liberté de définir son appartenance sexuelle, celle-ci devant être analysée comme un élément essentiel, je cite, du droit à l'autodétermination. C'est l'arrêt YY contre Turquie, 10 mars 2015. En matière de pratiques sexuelles, la même juridiction en est arrivée, et j'attire votre attention sur cet arrêt exceptionnel, en est arrivée à implicitement considérer que le consentement de la victime est susceptible de supprimer l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Elle a en effet jugé que les condamnations pénales intervenues contre des personnes ayant imposé des pratiques sadomasochistes, j'ai du mal à le prononcer, ne violaient pas la Convention européenne, non pas parce que les actes incriminés étaient dégradants, mais parce que la victime n'avait pas obtenu l'interruption des violences qu'elle avait réclamées. Ce ne sont pas les actes imposés qui étaient dégradants et contraires à la dignité, c'est parce qu'elle n'y consentait pas que les condamnations pénales intervenues en Belgique avaient été légitimes. C'est exceptionnel, hein, c'est l'arrêt KA et AD contre Belgique, 17 février 2005. Étant donné les fondements philosophiques de la société moderne, la présente situation est parfaitement logique. Elle s'inscrit dans la continuité du contractualisme social. Puisque la société est considérée comme un artifice, l'homme peut également envisager de se construire lui-même. Le constructivisme social justifie la prétention à l'autodétermination individuelle. À cela peut s'ajouter d'ailleurs la justification des théories évolutionnistes. De même que l'homme est supposé avoir déjà évolué naturellement, il a désormais la capacité technique de se transformer lui-même. L'humanité d'aujourd'hui ne serait donc qu'une étape provisoire dans le processus de l'évolution. Voilà la dignité de l'être humain en passe d'être entièrement subjectivisée et transformée en un droit à l'autoconstruction. Le glissement du concept des droits de l'homme à celui de droits fondamentaux, j'attire votre attention là-dessus. Puisqu'on n'a plus de nature humaine, on ne parle plus de droits de l'homme, mais de droits fondamentaux. Hein, ce glissement n'a-t-il d'ailleurs pas favorisé leur détachement de la nature de l'être humain? Voilà pourquoi et comment des revendications sociétales peuvent à la fois nier le donné de la nature humaine et considérer que ceux à qui sont refusés des droits, eh bien, voient leur humanité contestée. Alors, quelles sont les conséquences de cette conception? Je crois que c'est en fait la déstructuration de la personne, non pas malgré les droits de l'homme, mais à cause des droits de l'homme. D'une part, je vais évoquer la réduction de l'homme à un stock d'organes, conduisant à une sorte d'éparpillement de la personne quand elle n'est plus dotée de rationalité. Et d'autre part, j'évoquerai la satisfaction des demandes individualistes qui favorisent la collectivisation de la personne. Le consentement présumé au don d'organes a été mis en place par la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. Des prélèvements peuvent être pratiqués sur une personne majeure, décédée, dès lors qu'elle n'a pas fait connaître de son vivant un refus explicite de se voir soustraire un organe. Quant aux familles des défunts, dont un tiers, on le sait, en règle générale, refuse la pratique du prélèvement, elles sont uniquement informées et non plus consultées. En revenant aux dispositions de la loi Caillavet du 22 décembre 1976, qui avait été corrigée par les lois bioéthiques de 1994, eh bien, on vise à essayer de réduire le déficit d'organes destinés aux patients en attente de greffe. Si le don d'une partie de soi peut être un geste de fraternité, pour soulager la souffrance, voire guérir, la valeur altruiste de cet acte suppose qu'il soit décidé librement. Or, contraint, le don est dénaturé. Quelle est donc la logique d'un tel ordonnancement?
La contradiction entre l'individualisation forcenée des vivants, disposition totale de soi jusqu'à la revendication euthanasique, et la collectivisation rampante des cadavres, résultant de l'automaticité du prélèvement si l'organe est sain, n'est qu'apparente. Deux justifications assurent la cohérence de cette combinaison. D'une part, une vision particulière de la dignité humaine, où seul l'être faisant preuve d'une autonomie de la volonté, guidé par la raison, est considéré comme pleinement humain et respectable. L'enfant à naître, le comateux, le comateux, et qui plus est évidemment le cadavre, ne remplissent pas cette condition. Ce dernier peut donc être traité, en attendant le clonage thérapeutique, comme un stock de pièces détachées de rechange. Et d'autre part, il y a cette conception-là, mais d'autre part aussi, il y a une conception contractualiste et déracinée de la société. La société est supposée se construire en permanence. Le fameux référendum permanent de l'autre. Bien, en permanence, le passé étant perçu comme définitivement révolu. Qu'importe donc l'assentiment des familles, puisque les liens intergénérationnels sont rompus. La terre renie ses morts. Dans ces conditions, est-il permis de se demander pourquoi il faudrait continuer à respecter les volontés testamentaires et à incriminer pénalement la profanation de sépultures? Mais il y a plus délicat encore que la contrainte du don d'organes qui en annihile l'altruisme. Le moment du prélèvement peut être aussi un problème. Le danger d'un prélèvement d'organes ante-mortem est bien réel. En effet, la mort était jusqu'il y a peu identifiée à l'arrêt des battements du cœur, à l'exhalation du dernier souffle. C'était ce qu'on appelait la mort cardiaque. Mais en août 1968, une nouvelle définition de la mort a été proposée à la Harvard Medical School et s'est très rapidement imposée, y compris d'ailleurs dans les milieux ecclésiastiques, il faut bien le dire. Désormais, la mort est encéphalique. Elle consiste dans les milieux ecclésiastiques, sans que ça soit une question dogmatique, donc j'ai parfaitement le droit de critiquer. Désormais, la mort est encéphalique, elle consiste donc dans la cessation irréversible de toutes les fonctions du cerveau, celle-ci étant d'ailleurs constatable, il faut quand même le savoir, à l'autopsie. Identifier la mort de l'être humain à celle de son cerveau, c'est d'une certaine manière confondre humanité et rationalité. Ainsi, un patient dans le coma qui respire et dont le cœur bat peut être considéré comme un cadavre. Et pourtant, des morts cérébraux ont pu grandir, assimiler des nutriments, combattre des infections et même mener une grossesse à terme. Voilà des morts bien vivants. La fiabilité de la détermination cérébrale de la mort est donc discutable, le passage de la vie à trépas étant incertain, le principe de précaution, c'est un des droits de l'homme maintenant, le principe de précaution n'impliquerait-il pas de s'abstenir d'un prélèvement d'organes sur une personne potentiellement encore vivante ? Ne pas maintenir de manière disproportionnée la vie, laisser mourir en interrompant avant l'arrêt cardiaque les appareils de respiration artificielle, n'équivaut nullement à la volonté délibérée de mettre fin à la vie. Les finalités sont parfaitement différentes. Or, en assimilant à des cadavres des personnes peut-être en fin de vie, mais encore vivantes, le critère cérébral de la mort augmente le nombre d'organes utilisables pour une transplantation. L'admettre sans discuter, c'est accepter le risque que des personnes puissent être tuées parce qu'un organe vital leur est prélevé dans le but d'assurer la survie, temporaire d'ailleurs, d'un autre jugé rationnellement devoir être privilégié. Le prétendu don d'organes pourrait alors se révéler une authentique prédation. Dernier point, et j'en aurai terminé, l'imbrication de l'individualisme et du collectivisme. Cette imbrication, à propos des prélèvements d'organes, est une donnée récurrente, que j'ai évoquée à propos des prélèvements d'organes, est une donnée récurrente dans les questions dites sociétales. L'euthanasie et le droit au suicide assisté l'illustrent aussi parfaitement. Sous un certain angle, il manifeste l'exacerbation de la liberté d'un individu qui entend choisir le moment de sa mort. Sous un autre, ils conduisent à une collectivisation de la responsabilité par l'exigence d'obtenir la mort donnée par un autre et avec l'autorisation de la société. Il en va de même de l'avortement. Je sais, j'y reviens, c'est une obsession. La loi du 4 août 2014 a supprimé la condition de détresse, on l'a dit tout à l'heure, prévue depuis les origines pour pouvoir recourir à un avortement. Désormais, une femme peut avorter uniquement si elle ne veut pas poursuivre sa grossesse, et non plus parce qu'elle est dans un état de détresse. Très bien. Enfin, c'est ainsi. Cette évolution a donc transformé une dérogation, on l'a dit, en un droit subjectif. Le droit positif fait donc basculer
la pratique de l'avortement du drame individuel dans la tragédie sociale. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ne nous intéressent pas particulièrement ici, puisqu'on s'intéresse aux questions juridiques. Ce qui est certain, c'est que le point commun de tous ces différents avortements, eh bien, ce sont de tous ces différents actes individuels, c'est la puissance publique qui, même si elle ne contraint pas à y recourir, encore qu'il y ait d'ailleurs une pression sociale quand l'enfant à naître est atteint d'une maladie grave, mène une politique délibérée en sa faveur, visant une catégorie déterminée d'êtres, les enfants conçus déclarés non désirés. Je n'insiste pas là-dessus, mais les juristes, je pense, m'auront compris, n'est-ce pas, une politique publique, politique délibérée, visant une catégorie déterminée d'êtres, les enfants conçus déclarés non désirés. La puissance publique organise l'avortement dans le service public hospitalier. Elle le banalise en n'imposant plus de strictes conditions, suppression de la situation de détresse pour y recourir, loi du 4 août 2014, suppression du délai de réflexion de 7 jours, loi du 26 janvier 2016. Elle le publicise en faisant supporter le coût par les finances publiques. Le principe du remboursement par la sécurité sociale a été mis en place par la loi Roudy du 31 décembre 1982. La gratuité totale de l'avortement s'appliquant depuis le 31 mars 2013. Celle-ci ayant été étendue par l'arrêté du 26 février 2016 à tous les actes qui lui sont liés, consultation, examen de biologie médicale, échographie. Elle se fait d'autant plus le promoteur qu'elle tente de limiter la diffusion d'informations dissuasives. C'est la loi du 27 janvier 1993 qui a créé le délit d'entrave à l'avortement, qui a été étendu par la loi du 4 août 2014 à toute action visant à bloquer l'accès à l'information sur l'avortement, puis par celle du 21 mars 2017 qui a créé le délit d'entrave numérique à l'avortement. En définitive, la puissance publique légitime l'avortement et en endosse la responsabilité. Elle fait de l'addition d'actes individuels une pratique collective sous sa responsabilité. C'est d'ailleurs bien l'esprit de la résolution du 26 novembre 2014 dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui ne prend pas la défense d'un simple laisser-faire individuel, mais revendique une politique active garantissant et favorisant l'avortement. Je cite, « Par cette résolution, la France réaffirme son engagement à défendre et promouvoir l'accès sûr et légal à l'avortement. » De manière plus générale, l'évolution progressiste des mœurs, n'est-ce pas, et de la corruption et de la conception, de la famille, lapsus révélateur, sont également marquées par ce double saut de l'individualisme et du collectivisme. La libéralisation des mœurs, multiplication des pratiques et des partenaires sexuels, sert l'assouvissement des pulsions égocentriques de l'individu, tout en conduisant à l'éparpillement de la personne et de la collectivisation de son corps. La procréation médicalement assistée avec donneur et l'adoption par des partenaires homosexuels permettent de contenter le désir individualiste de l'enfant, tout en démultipliant les filiations biologiques et juridiques. La libéralisation envisagée de la recherche des origines biologiques est supposée favoriser la quête d'équilibre psychologique de la personne adoptée, mais déstructure les liens familiaux enracinés dans l'éducation de l'enfant. L'établissement possible d'un statut de beaux-parents facilite la vie sentimentale des adultes, mais collectivise l'autorité parentale. La préconisation de l'individualisation de l'impôt sur le revenu au sein du couple est justifiée par l'émancipation de la femme poussée à travailler à l'extérieur de son foyer, comptez sur la mienne, mais provoque l'abandon de l'éducation des enfants au pouvoir public. Pour couronner le tout, d'aucuns ne préconisent-ils pas de légaliser la polygamie et le mariage unissant plus de 2 personnes. Les évolutions récentes ou envisagées en matière de mœurs et de bioéthique manifestent un double processus concomitant d'atomisation des corps sociaux, ici la famille, mais on pourrait parler d'autres corps sociaux, la nation par exemple, et de la collectivisation des personnes. Les mêmes actes illustrent l'exacerbation de la liberté et de la dilution de la singularité des êtres. C'est pour ça qu'il me semble que la question de la singularité dans le transhumanisme est extrêmement importante. Est-ce que l'intervention va détruire la spécificité, à la fois l'appartenance à l'espèce humaine, mais en même temps la spécificité de chaque personne, ça me semble être le double critère d'Iriban. Bon. En tout cas, les mêmes actes illustrent l'exacerbation de la liberté et de la dilution de la singularité des êtres. Toutes les tendances de l'idéologie moderne y trouvent donc leur compte. La satisfaction des libéraux tient à la reconnaissance de la puissance individualiste, celle des socialistes à la réanimation d'un certain idéal collectiviste. Voilà la grande coalition sociale libérale en marche. Je vous remercie.
En même temps. En même temps.